www.cam10.com en streaming. Et pour la nouvelle année, nouveau positionnement sur le bouquet CanalSat. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la télé qui vous ressemble. Cam10 TV, la télévision républicaine. Un nouveau rendez-vous sur votre antenne. Cam10 Télévision, la télévision républicaine. Le routier, votre rendez-vous sur les questions de transport, sécurité routière, prévention routière. Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Dans notre fauteuil bleu de l'invité de Gust ce dimanche 7 novembre 2021, Abel Elimbi Lobé, promoteur et porteur du mouvement Kautal, l'ancien cadre du Social Democratic Front, le SDF. Il fut d'ailleurs élu dans cette formation politique. Il est très apprécié des Camerounais sur les plateaux et les plateformes de débat politique dans notre pays et même sur le plan africain. Un internaute l'appelait d'ailleurs tout à l'heure le médicament de la politique au Cameroun. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il incarne un peu ce que d'aucuns qualifiaient de la vérité en politique et qui tente à démontrer que la vérité n'est pas l'ennemi de la pratique de la politique. Et pour asseoir cette vérité, on l'a constaté depuis un certain temps, Abel Elimbi Lobé porte toujours une Bible et défend ses arguments politiques sur la base des Saintes Écritures. Il sera certainement avec sa Bible sur ce plateau pour ces 90 minutes d'échange qui permettront également d'écouter les Camerounais sur ce qu'ils pensent d'Abel Elimbi Lobé. Est-il utile à la politique? Est-il un pion du régime en place? Est-il chargé de détruire l'opposition? Parce que face à certains partis politiques de l'opposition et certains leaders, il n'a jamais été tendre. Abel Elimbi Lobé sur le fauteuil bleu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci qu'ils aient choisi de s'informer chez nous à Cam10 TV, que je soutiens d'ailleurs parce que, excusez-moi, je suis pour que il n'y ait pas une chaîne de télévision qui a le pouvoir de manipuler les esprits. Et nous étions presque à cette situation-là lorsque des promoteurs, d'autres promoteurs ont l'idée de faire advenir Cam10 et bien d'autres chaînes. Donc, l'avènement de votre chaîne, pour moi, est indispensable pour que les Camerounais aient la capacité à connaître la vérité et qu'ils se forgent une idée qui leur est propre des réalités politiques. Tout ça dans la perspective d'avoir une libre décision politique au moment des choix des hommes qui doivent nous diriger. Parce que ce qui se passait déjà à Douane... Quand vous le dites, vous donnez l'impression qu'à un moment donné au Cameroun, il y a des chaînes, il y a eu des chaînes qui ont tenté de manipuler l'opinion. À un moment donné, si une certaine chaîne ne vous aime pas, on croit que vous allez disparaître de la scène politique. Eh ben, il y a une certaine chaîne qui estime que c'est elle qui fabrique les hommes politiques, qui les rend populaires. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est important que nos politiques soient populaires. Et cette chaîne a fini par verser dans l'idée que c'est elle qui fabrique les conditions de l'alternative politique. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une alternative, c'est celle que cette chaîne nous dira de choisir ou de faire. Ça, c'est inacceptable. Ce sont les électeurs qui décident de qui doit nous gouverner. Abel Elimbi Lobé, même à l'Occident, on sait qu'une chaîne est de gauche ou une chaîne est de droite quand même. Oui, mais on ne sait pas qu'une chaîne est de l'opposition.
Être de gauche ou de droite, ça veut dire qu'un jour vous serez au pouvoir, vous êtes toujours de gauche. Un jour vous serez à l'opposition, vous êtes toujours de gauche. Être de gauche, c'est avoir une ligne éditoriale proche des sensibilités politiques, idéologiques de gauche. Être de droite, c'est l'inverse. Absolument. Mais le rôle d'une chaîne de télévision n'est pas de soutenir un acteur politique en éludant ou en excluant les autres. Parce que quand une chaîne fait déjà son choix, en disant c'est M. Jean-Jacques qui doit être le président de la République, elle va donc travailler non plus à permettre à tous les acteurs, donc elle fausse le principe de l'égalité des chances. C'est ce qu'on demande aux chaînes publiques de réaliser, l'égalité des chances, en donnant la parole à tout le monde. On reproche à la chaîne publique nationale de ne donner la parole qu'aux gouvernementaux. Et puis on obtient des chaînes privées qui donnent la parole à un ou alors à tous ceux qui pensent comme elle. Ça aussi, c'est une autre forme de totalitarisme que l'avènement donc d'une pluralité des chaînes, et parmi lesquelles donc la vôtre et bien d'autres aussi, va permettre de briser. C'est ça, ce totalitarisme. Avec Candice et puis bien d'autres, je ne vais pas les citer ici, mais je considère qu'elles ne sont d'ailleurs pas vos curats. Pas du tout. Et vous êtes complémentaires. Parce que pour moi, vous faites une mission finalement d'intérêt général et que vous favorisez la construction d'une opinion vive. Et c'est important dans notre... Elimbi Lobert, promoteur du mouvement qu'a en parlé tout à l'heure. Ce que vous avez oublié à Douala, je n'en parlerai pas. Pas oublier votre Bible. Vous l'avez? Oui, elle est indice parce que la Bible est un politique, en fait. C'est pas le même projet que le même projet que le colon avait lorsqu'il arrivait en Afrique. Non, bon, il s'en est servi. Mais la Bible en elle-même, c'est un projet politique. C'est le projet de la société théocratique. La société voulue comme Dieu, voulue par Dieu. La société humaine voulue par Dieu. Donc, tous les livres sacrés sont des projets politiques. Le Coran est un projet politique. Et tous ces projets politiques, en réalité, sur fond théocratique, se valent. Ils disent à peu près la même chose. Ils prônent à peu près le même type de société. Alors, nous allons évoquer deux sujets d'actualité. Parce qu'elle est donc un projet politique, on peut s'en inspirer. C'est pour ça que, à un moment donné, au regard d'un certain nombre de valeurs qui se perdent, le délitement moral de nos sociétés, j'ai estimé qu'il est souvent bon de faire entendre des points de vue qui sont très anciens dans la conduite des affaires publiques. Quand le roi Salomon parle, par exemple, quand le roi Salomon, c'est beaucoup de centaines d'années avant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est déjà 2021 ans. Donc, vous voyez que... C'est très ancien. C'est très ancien. Alors, face à ça nous montre que les sociétés humaines ne changent pas, elles sont les mêmes. Alors, face à ce délitement moral observé au Cameroun, deux faits d'actualité. Le premier, c'est ce qu'on appelle, avec la modernité, la sextape, qui concerne la diffusion de quelques images qui peuvent choquer, mais qui relèvent des ébats sexuels et autres. Celle dont on parle au Cameroun ces derniers temps met en scène une lionne indomptable, Gaël Nganawit pour ne pas la nommer. Vous, cette actualité, vous la situez où? Dans les dérives de la société camerounaise, dû au fait que il est apparu un espace médiatique incontrôlable qu'on appelle les réseaux sociaux. Parce que si c'était seulement Candice et CRTV et Kinox et peut-être les autres, il y a une déontologie qui vous amène à ne pas faire certaines choses. Absolument. Même comme nous avons observé des dérives. Aussi. On a vu certains organes de presse, par exemple, pour ne pas les citer, à Douala, où on a fait d'une émission, on a amené des prostituées qui venaient dire comment elles font leur service, comment ça se monnaie, comment on fixe le prix, en fonction de quel type d'acteurs on va produire, etc. C'est quelque chose qui était inacceptable, qui aurait dû être sévèrement puni, parce que c'est l'apologie de la prostitution. Or, la prostitution est interdite
dans notre loi pénale. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas parce que avec l'État qui a l'esprit ailleurs, on ne rafle plus les prostituées, mais il est interdit de pratiquer la prostitution. Hein? Et je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne loi. Il faut même la renforcer. La prostitution ne sort personne de la misère. En tout cas, celle qu'on pratique dans les pays africains, elle ne sort personne de la misère. Elle n'aide personne à régler les problèmes d'intendance. Elle est tout simplement un effondrement de la personnalité de l'homme, une manifestation du désespoir. Donc quand une chaîne de télévision, sous le prétexte qu'on recherche du buzz, on recherche l'audimat, on pense que c'est en traversant les limites qu'on va obtenir l'adhésion des masses populaires, on finit par promouvoir n'importe quoi comme la prostitution. Eh bien, vu comme cela, on peut dire que la situation que les réseaux sociaux ont favorisée, à partir du moment où on a l'impression qu'on ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui va publier, on ne sait pas qui fait quoi, parce que les gens peuvent se cacher, les gens peuvent devenir des faussaires. Un faussaire, je rappelle, c'est quelqu'un qui agit sous fausse identité. Ce n'est pas autre chose. C'est quelqu'un qui agit en mentant sur son identité. Eh bien, les faussaires se sont emparés des réseaux sociaux et se mettent donc à diffuser tout ce qui est franchissement des barrières morales que notre société a. Parce que notre société a un certain nombre de barrières morales. Moi, je ne savais pas que quelqu'un qui se réclame d'être un journaliste, et c'est d'ailleurs l'une des demandes que je fais depuis un certain temps, que dans votre milieu, le milieu de la presse, du journalisme, qu'on fasse un ménage, que n'importe qui ne s'appelle plus journaliste, que n'importe qui, au prétexte qu'on travaille dans un organe de presse, un journaliste, ça devrait être comme médecin, comme architecte. Dès que vous savez dessiner une maison, vous n'êtes pas architecte. Pas du tout. Dès que vous savez faire les injections et que vous prescrivez tous les docteurs qui sont dans les quartiers ici, tout le monde sait qu'ils ne sont pas des médecins. Pour être médecin, il faut un certain cursus, une préparation professionnelle. Ça devrait être la même chose avec le journalisme. Donc la loi sur la communication sociale, je pense que c'est de 90, elle doit être très rapidement revue. Parce qu'on se rend donc compte que des gens arrivent dans votre métier et j'ai été surpris de voir qu'un journaliste est devenu un grand acteur de porno. Il poste lui-même la vidéo de ses ébats sexuels avec, entre guillemets, son épouse. C'est très grave ça, Jean-Jacques. On croyait que la sexualité faisait partie du registre privé, totalement intime, privé. Parce que les aspects de la personne... C'est toujours le cas. Hein? Non, mais apparemment, vous avez des gens qui sont en train de promouvoir le franchissement de ces barrières. Parce que la sexualité fait partie du registre où des aspects de la personnalité de l'individu s'expriment qui ne doivent pas être connus du grand public. Mais si maintenant les gens, eux-mêmes, dans leurs ébats sexuels, eux-mêmes se filment, puis ils publient ça. Vous voyez le type de franchissement auquel nous sommes arrivés. Vous avez donc le résultat que vous venez d'évoquer qui défraie la chronique depuis 2 ou 3 jours. Avec ceci que il y a une grande réflexion que cela suscite. Peut-on avoir des grands serviteurs de la nation qui sont en même temps des grands destructeurs des valeurs morales de la nation? Parce que Ngadamwit, c'est un grand serviteur de la nation dans le domaine qui était le sien, celui du sport. Mais en même temps, il s'avère que c'est une lesbienne, si je crois comprendre d'après tout ce qui est publié sur elle. Elle est une porteuse d'antivaleurs. Et la société se retrouve devant une balance. Sur un plateau, il y a les services rendus à la nation. Sur l'autre plateau, il y a la déconstruction des valeurs morales qu'on est en train d'opérer. Parce que Ngadamwit soit une lesbienne, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. C'est intolérable être lesbienne. Ce n'est pas intolérable seulement pour nous. Et comme vous avez parlé de Bible, depuis les temps très anciens, la Bible... Elle n'est pas loin, j'espère. Non, non, pas du tout. Elle est tout à côté. La Bible a déjà dit des choses importantes concernant la pratique, la vie sexuelle.
des êtres humains. Il y a des choses qu'elle interdit. Il y a des choses que la Bible interdit de façon très formelle. Elle nous dit par exemple que c'est la femme de ton compagnon. Tu ne dois pas donner ton émission de sperme pour en devenir impur. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir Jacques Zé comme ami et puis j'utilise sa femme, la femme de son compagnon. Et elle va plus loin. Et on peut... elle te dit par exemple, tu ne dois pas permettre tu ne dois pas coucher avec un mâle. La Bible le dit. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes à l'époque de Moïse. Nous sommes donc à peu près à plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Les sociétés de cette époque interdisaient déjà un certain type de pratique. Tu ne dois pas coucher avec un mâle. Comme on couche avec une femme, c'est une chose détestable. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Et on le dit, je peux encore vous dire, on dit, tu ne dois pas coucher avec une femme. Comme une femme couche avec un homme. Donc, la pratique de lesbienne, cette forme d'homosexualité, est déjà réprimée du point de vue moral par les sociétés anciennes. Et que nous, aujourd'hui, nous renouvelions ces interdictions dans le cadre des cultures africaines, nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de nouveau. Nous sommes en train de pérenniser des valeurs qui ont d'ailleurs servi à protéger l'espèce humaine. Vous comprenez? Parce que cette interdiction-là n'est pas simplement une interdiction du plaisir. Elle est une interdiction qui vise aussi à sacraliser l'espèce humaine et à permettre sa reproduction. Parce que si tout le monde, si deux tiers de l'espèce humaine pratique l'homosexualité, qu'est-ce qu'il adviendra de l'espèce humaine? Elle va être en déclin progressivement. Or, les promoteurs de ces pratiques-là oublient qu'ils portent gravement atteinte à l'espèce humaine en organisant que l'acte sexuel, qui a un cadre bien délimité, transgresse, transcende, dépasse, sorte de ce cadre-là pour devenir un acte banal qu'on peut faire comme n'importe comment. Qu'on n'y peut rien, c'est un courant qui vient de l'Occident et que d'une façon ou d'une autre va s'imposer dans notre continent. Je vais continuer à vous dire, par exemple, les valeurs que nous devons défendre et que Nganamwit détruit. La Bible nous dit déjà que tu ne dois pas prendre une femme en plus de sa sœur. Vous voyez? C'est courant dans notre société d'interdire qu'un même homme arrive dans une maison, il a épousé une femme là, elle est son épouse, et puis il entretient des relations avec la sœur de son épouse, ainsi de suite. C'est des choses proscrites par d'autres sociétés humaines, nous aussi avec. Donc, les relations intimes entre les êtres humains sont codifiées depuis la nuit des temps. Nous ne sommes pas en train d'inventer le monde. Nous sommes en train de le vivre comme il est. Et nous voulons, face aux dérives que certaines personnes enseignent, promeuvent, comme Madame Alice, comme qui passe pour devenir une défenseur ou voilà, défenseur des homosexuels, etc., etc. Je ne sais pas si elle est défendue dans le cadre de son métier d'avocat, qui suppose que tout accusé doit avoir un avocat pour le défendre, ou bien si elle défend la pratique pour l'ériger en valeur dans la société. À ce moment, ce n'est pas l'avocat qui parle, c'est un être qui pense que l'homosexualité relève des droits. Or, l'homosexualité ne relève pas des droits. Il n'y a pas un droit à travestir la nature. Ça n'existe pas. Donc, Nganamwit nous met dans un embarras extraordinaire
Et malheureusement, l'histoire nous montre que ce travestissement des valeurs n'est pas très souvent réversible. On ne connaît pas beaucoup de cas de gens qui pratiquent l'homosexualité et qui ont connu la réprobation sociale et se sont ravivés, ont décidé de ne plus. Il y a quand même un silence, notamment des leaders d'opinion, la société civile ou les hommes politiques. Cette pratique est condamnée par les lois, celles qui régissent notre pays. Mais on ne sent pas beaucoup les hommes politiques s'intéresser à ce sujet. C'est leur faute. Ça ne passe pas un jour sans qu'on trouve un réseau de jeunes élèves dans des pratiques abominables, des jeunes filles, ainsi de suite. Le phénomène est grandissant. On s'attendait quand même à ce que ceux-là qui veillent sur la société puissent dire un mot. C'est leur faute. Et c'est à leur dépens qu'ils le font. Parce que j'ai déjà dit que l'homme politique n'est pas, son rôle, ce n'est pas de plaire aux gens. Tous les hommes politiques qui se donnent pour objectif de paraître bien, c'est-à-dire d'être politiquement correct, se trompent de mission. Un homme politique n'est pas un acteur de théâtre. Un acteur de théâtre cherche à être apprécié. Tout le monde aime Louis de Funès. Ou bien tout le monde aime Django. C'est pour dire que le monde politique au Cameroun est fait de théâtre. Mais cette théâtralisation de la vie politique, c'est elle qui amène les gens à croire qu'ils ne doivent pas prendre leurs responsabilités et dénoncer ce qui est exclusivement à dénoncer. Parce qu'ils regardent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont perdre en termes de sympathie, des groupes sociaux qui peuvent être mis en cause. Vous comprenez? Vous êtes un homosexuel, il n'y a pas de droit à l'homosexualité. L'homosexualité est une transgression des barrières naturelles. La femme a été créée et la nature l'a pensée pour qu'elle accueille l'homme dans son sein. Et cet accueil a été élaboré par la nature avec des organes bien spécifiques. L'un soit étant un organe dans lequel on entre et l'autre étant un organe qui entre. La nature n'a pas prévu que le pénis de l'homme entre partout. Ce n'est pas prévu pour entrer dans les oreilles, ce n'est pas prévu pour entrer dans le nez, ce n'est pas prévu pour entrer dans l'anus. Chaque organe du corps, la nature lui a donné une mission. Une fois que vous utilisez un organe pour une mission qui n'est plus la sienne, vous êtes dans le contre-nature. C'est ça qu'on appelle le contre-nature. Si vous utilisez l'oreille pour en faire un organe sexuel et que vous commencez à chercher à faire entrer un autre organe sexuel dans l'oreille, vous êtes en train de pratiquer quelque chose qui est contre la nature. Et la nature, dans ses diverses formes, nous montre qu'elle nous rattrape toujours. Elle ne nous laisse pas la transgresser comme bon il nous semble. On le voit tous les jours dans les phénomènes sociaux, dans les phénomènes climatiques. COP26 vient de siéger. Les gens faisaient quoi là-bas? Ils réfléchissaient sur les dérèglements de la nature que nous avons créés et qui sont en train de nous rattraper, où la nature est en train de reprendre ses droits en nous disant « Je suis supérieur à vous, je suis plus forte que vous. Si vous continuez à me transgresser comme bon il vous semble, vous périrez. » Il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, donc l'homosexualité nous amène à la perdition. Elle nous amène au déclin de l'espèce. Elle nous amène des tas de dysfonctionnements. Vous savez que le sida, il est apparu dans les milieux homosexuels et toxicomanes. Toutes choses par ailleurs contre nature. Voilà. Alors, vous avez parlé de ces hommes politiques. Parlons-en. Vous entrez en indiquant que c'est une scène théâtrale et que ces acteurs politiques-là jouent au théâtre. Certains d'entre eux... Lorsque vous évoquez certains acteurs politiques, je vais dire les plus en vue, peut-être que vous allez dire le contraire tout à l'heure, que sont Maurice Kamto, Cabral Libby, toutes vos sorties sont toujours des plus musclées. Vous parlez par exemple du PCRN que conduit Cabral Libby. Vous dites que c'est un parti politique fantoche qui a récolté sur le terrain abandonné l'Union des populations du Cameroun. Pourtant, c'est un homme politique qu'on voit régulièrement sur le terrain. Mais il y a des mauvais hommes politiques, je l'ai déjà dit, Hitler en était un.
Il y a des mauvais hommes politiques. Cabral Libye est mauvais homme En politique. Israël, on voit des mauvais hommes politiques qui refusent la paix avec la Palestine, qui refusent que la Palestine ait aussi un droit de vie. La Palestine, c'est un pays, c'est une nation qui est dans une prison. Une prison dans laquelle des hommes politiques l'ont plongé. Les hommes politiques comme les Netanyahou, avant lui d'autres, en principe, la droite israélienne, parce que c'est elle qui s'est illustrée par le refus systématique de toutes les opportunités de paix avec le peuple palestinien. Donc il y a des mauvais hommes politiques dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas faire comme si tous les hommes politiques... Charles Taylor était un homme politique. Il a fini où? À La Haye, comme criminel contre l'humanité. C'est donc un mauvais homme politique. Dans notre pays aussi, il y en a qui sont des mauvais hommes politiques. Peut-être pas la même à la prime, peut-être qu'ils n'ont pas encore la dimension de Charles Taylor et des autres, mais ils ont des comportements politiques qui ne prédisposent pas à l'honneur que nous devons à la fonction de l'homme politique. Pour le cas, la mission de l'homme politique. Pour le cas Cabral Libye, qu'est-ce que vous trouvez d'anti-homme politique lorsque vous regardez son déploiement? D'abord, la façon dont Cabral est entré dans la scène, et il en a payé le prix. Voilà un homme qui a commencé par faire croire à la nation tout entière que ses prédécesseurs dans l'opposition n'ont pas fait leur boulot. Et pour faire le boulot à leur place, il a développé un concept communicationnel, 11 millions d'inscrits. Sachant très bien que, premièrement, il ne peut pas faire 11 millions d'inscrits. Depuis que Cabral... Depuis 2017 qu'il a lancé cette opération, on est à 7 millions d'inscrits. Ah, il faut tirer les leçons. Or, 11 millions d'inscrits, c'était une instrumentalisation d'un problème à des fins de positionnement politique. Ça fait partie de ce que je reproche aux gens. N'utilisons pas nos problèmes pour nous donner de la visibilité politique. Posons les problèmes de la nation, inventons les solutions, mais ne posons pas les problèmes et ne parlons pas de ces problèmes sans leur apporter des solutions, avec pour seul objectif qu'en évoquant ces problèmes-là, on se met en perspective. Mais le problème du faible taux d'inscription, c'est un problème national. Je reviens. Le faible taux d'inscription est un problème national. Est un problème national, mais qui n'était pas à imputer à l'opposition qui existe avant M. Cabral Libye. Or, lui, il imputait ça à l'opposition qui existe avant lui. Il est considéré que nous n'avons pas fait le boulot. Et il allait le faire. Il ne l'a donc pas fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le jugement qu'on doit porter sur lui? Il est élu. De deux, mais être élu ne veut pas dire avoir réglé les problèmes que vous voulez régler. D'ailleurs, il nous montre très bien que le problème n'est pas le nombre d'inscrits, puisqu'il peut être élu avec moins de 11 millions. Alors, de deux. De deux. Il dit, dans tout son développement, il oublie, et il a donc fini par découvrir cela, que notre système est conçu de telle sorte que c'est un paradoxe. Plus il y a d'inscrits, plus les élections sont difficiles pour les partis qui sont des petits partis, dont le sien. C'est un petit parti, comme beaucoup d'autres. Des données simples. C'est nous-mêmes, dans l'opposition camerounaise, qui avons demandé dans les années 90, dans le cadre de la rédaction des lois sur l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'élection des conseillers municipaux, ces trois lois-là qu'on a fini par fusionner et on a élaboré donc le code électoral d'aujourd'hui en ajoutant la loi portant création, organisation et fonctionnement des élections au Cameroun, le financement des partis politiques. C'est tout ça qu'on a mis ensemble, on a fait le code électoral. Mais ces lois de 90 qui ont précédé dans les élections présidentielles de 92. Nous avons voulu être des acteurs essentiels dans le processus d'organisation des élections. On n'a pas
on n'a pas accepté d'être simplement des candidats et éventuellement des électeurs. On a voulu participer parce qu'on doutait de la bonne foi de la fonction publique chargée d'organiser des élections. Cette fonction publique étant chapeautée par des hommes politiques qui peuvent donc eux-mêmes être candidats aux élections, donc être à la fois juges et partis. Et sous la pression, le gouvernement a accepté. C'est dans ce cadre-là que le schéma actuel que vous voyez a été conçu. Commission d'inscription sur les listes électorales où on demande aux partis politiques de l'opposition de venir participer aux inscriptions. Commission pour la distribution des cartes d'électeurs, de peur que la distribution ne se fasse de manière sélective. Ensuite, les commissions locales de vote, dans les bureaux de vote, nous devons être là. Partout où vous êtes candidat, vous devez avoir un représentant dans les bureaux de vote, ainsi de suite, jusqu'à la Commission nationale de recensement général des votes qui prépare tous les résultats et qui les remet soit au Conseil constitutionnel pour les lire et dans une moindre mesure au niveau des communes, la commission la commission communale oui, je crois, non, elle ne s'appelle pas commission communale de recensement, bon bref, elle a un nom là, qui proclame les résultats des élections municipales. Bien. C'est nous qui avons demandé ça. Et le législateur a dit, un bureau de vote, c'est au maximum 500 personnes. C'est très bien, parce que ça permet que ça se déroule rapidement, avant 17 h, tout le monde a voté. Résultat, plus le nombre d'inscrits augmente, plus il y a de bureaux de vote. Difficile de contrôler désormais. Plus il y a de bureaux de vote, plus le contrôle. Difficile de mobiliser les gens pour être présents partout. N'ont pas ces moyens. Résultat, ça nous amène à ce que nous disons dans le cadre de la stratégie électorale countable. La conjugaison des moyens. Parce que le SDF n'a pas les moyens de surveiller 30 000 bureaux de vote. Si vous faites 11 millions d'inscrits, si vous entrez dans la scène politique en faisant une campagne que moi je vais faire inscrire 11 millions de personnes, alors que vous avez un parti politique qui ne peut pas mettre 30 000 personnes dans les bureaux de vote, vous voyez très bien que vous ramez à contre-courant. Et c'est un piège dans lequel l'opposition se trouve. Nous souhaitons qu'il y ait un grand nombre d'inscrits. Nous souhaitons que les gens participent aux élections. Parce que plus il y a... Mais vous n'avez pas interdit que les gens s'inscrivent parce que vous n'avez pas les moyens, de contrôler les élections. Non, pas du tout. On ne va pas leur interdire de s'inscrire, c'est leur plein droit. Au contraire. Très bien. Nous sommes tous convaincus que leur grande participation aux élections légitime les élus. Oui, ça légitime les élus. Mais il y a même une frange de l'opposition qui croit que plus il y aura des gens pour voter, mieux cela vaut pour l'opposition qui pourrait gagner les élections. Ça, c'est une vue de l'esprit. Mais les gens pensent comme ça. Donc, je crois d'ailleurs que cette idée a beaucoup motivé M. Kabal Libi dans cet élan-là. Mais il a découvert, puisqu'il n'en parle plus, quand il est allé à l'élection présidentielle, il n'a pas été capable de mettre 5000 personnes dans les bureaux de vote. Alors, vous dites que... Donc, vous voyez très bien qu'il a prêché quelque chose dont il n'a pas mesuré l'impact sur ses propres intérêts. Alors, le PCRN sera votre sortie. Et ça fait donc les mauvaises hommes politiques. C'est-à-dire des gens qui posaient des actes dont ils ne mesurent pas les conséquences. Un autre dont j'ai parlé, parce que je peux citer... On va y arriver. On va y arriver sur le PCRN. Avec l'histoire du fédéralisme communautaire. On va y arriver justement. On prend ce pont-là. Vous pensez que si l'UPC était sérieusement engagé, n'avait pas eu tous ces problèmes, le PCRN ne serait pas représenté comme il est aujourd'hui? Vous savez très bien que, premièrement, vous avez lu déjà le rapport général des élections. J'espère que le directeur général d'élections Cameroun nous écoute. J'ai souhaité vivement que le rapport sorte. Les élections sont passées depuis 2020. Regardez combien de temps est passé pour que le rapport général des élections sorte. Je profite donc pour envoyer un message, non seulement aux membres du Conseil électoral, mais aussi à la Direction générale des élections. Le rapport général des élections est une bible d'informations stratégiques.
pour l'élévation des esprits, pas pour permettre à un parti de gagner, pour que les gens voient, comprennent qui est qui, quelles sont nos capacités, quelle est la pertinence du discours que nous tenons contre le régime et patati et patata. Aujourd'hui, vous avez, depuis que le rapport est sorti, regardez ce qui se passe. Aucun parti de l'opposition ne parle du rapport des élections. Aucun parti ne dit ce que dit le rapport des élections. Je vous donne un exemple. Tous ces partis qui se plaignent de la fraude électorale, est-ce que vous savez que le SDF a été condamné à Bafoussam pour fraude électorale? C'est le RDPC qui a poursuivi le SDF au tribunal et il a attrapé. On a condamné le SDF et on a repris les élections et le RDPC les a gagnés. Donc c'est maintenant le SDF qui est un parti fraudeur. Vous pouvez imaginer ça? Tellement nous avons fait de discours péremptoires sur le RDPC et la fraude électorale que nous avons inscrit dans l'esprit des Camerounais que le fraudeur ne peut être que du RDPC. Et pourtant, ce n'est pas fait. La vérité nous rattrape. C'est un exemple. Il y a d'autres. Est-ce que vous savez que tous les partis de l'opposition aux élections législatives passées de 2020 étaient absents dans 17 circonscriptions? Il y avait 17. C'est déjà les députés acquis pour le parti d'en face. 35. 35. 35. Et quand tous ces partis qui sont absents dans 17 circonscriptions, c'est-à-dire, je ne dis pas que chacun d'eux était absent dans 17. Ils étaient absents dans plusieurs. Chacun. Si vous prenez le PCRN, il y a 85 circonscriptions législatives. Il n'était pas présent dans 20. Si vous prenez le SDF, il était présent dans moins de 15. Ainsi de suite. Mais eux tous, ensemble, il y a 17 endroits où ils n'étaient pas là. Tous n'étaient pas là. Bon. Ça fait que les 17 circonscriptions-là représentent 35 sièges que le RDPC a déjà gagné avant même que l'élection. Pourtant, chacun de ces partis qui allaient aux élections, ils n'étaient pas en train de dire que comme je pars aux élections là, ce n'est pas pour battre le RDPC. Parce que quand vous allez, le RDPC, lui, il met 180 candidats. C'est-à-dire qu'il met sur chaque siège un candidat. Le PCRN, que lui-même dise aux gens que quand je suis allé à l'élection, j'ai mis un candidat sur combien de sièges? Il ne cherchait pas 35 sièges de députés dans l'ensemble du pays. Même s'il gagnait le nombre, je ne vous donne pas le nombre, que j'attends que lui-même, il vienne, que le PCRN même dise la vérité aux Camerounais. Que quand je suis allé à l'élection de 2020 là, j'avais seulement 3 ou 5 ou 10 ou 15 ou 20 candidats. Dans tous les cas, le PCN est représenté à l'Assemblée. Pas seulement dans les bastions, dit-on, de l'UPC, parce qu'il y a quand même un élu du PCN. Non, ce n'est que dans les bastions de l'UPC. Dans la 5e, c'est un bastion de l'UPC, par exemple. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est plus le SDF. Traditionnellement, les députés de l'UPC dans le littoral sont sortis de la Sanaga maritime et de Vouri-Est. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, il y a donc un élu de ce côté. Donc, ce n'est que dans les bastions, ne sont que les bastions de l'UPC qui ont donné des voix à Cabral Libi. C'est un vote qu'on peut très bien expliquer, c'est un vote tribal. Mais il n'en a pas, ce n'est pas une faute de sa part. Tous les autres, l'UDC de c'est ça la politique, savoir saisir les opportunités. Bon, c'est une opportunité qui s'est présentée. C'est une opportunité, on peut présenter les choses comme ça, une vision simple. C'est pas un péché, oui. Mais si c'est donc les votes de cette nature-là qui vous permettent d'aller à l'Assemblée, vous pouvez être sûr et certain que le RDPC gagnera la majorité toujours pendant de nombreuses années encore. Parce que lui, comme il est capable de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions, son gain politique n'est donc plus tribal. Il va dans le sud, il présente des candidats, les gens du sud votent entre eux là-bas, s'il y a compétition, on verra qui gagne. Très bien. Mais il gagnera quelque chose à l'est, il gagnera quelque chose dans toutes les régions. Or vous, comme vous ne comptez que sur le vote tribal, par exemple, l'UPC
depuis de très nombreuses années, ne met pas de candidat dans la Damawa, ne met pas le candidat dans l'extrême nord, ne met pas de candidat au nord-ouest, ne met pas de candidat au sud-ouest, etc., etc. Autant de circonscriptions qu'il abandonne au RDPC. Donc dans le combat UPC contre RDPC, l'UPC est parti régulièrement perdante. Naturellement. Il en est de même du SDF et des autres. Très bien. Voilà. Alors, le cadre de l'élu du PCRN à Douala 5e, l'honorable Nouran, lors de l'une de vos sorties, vous avez estimé que cette élection est en contradiction avec la politique, la vision proposée par Cabral Libye aujourd'hui, qui est celle du fédéralisme communautaire. Bien sûr. Vous trouvez que c'est une élection totalement en contradiction? Bien sûr. Pourquoi? Il ne peut pas prétendre qu'il faut organiser l'État sur des bases communautaires. Et quand il va aux élections, il prend des gens qui ne sont pas membres des communautés qui sont dans les circonscriptions qu'il vise. Et il les présente. Ces gens ont été élus. Nouran a été élu dans le cadre de la perspective d'intégration nationale. Oui. Elle a été élue là-bas parce que, et là, il n'y a pas de dans problème. la culture de l'intégration nationale, que nos prédécesseurs politiques, les gens du parti unique sous l'UNC, les gens de la première génération du RDPC quand il était encore parti unique, ces gens-là, on les aime ou on ne les aime pas. Il faut leur reconnaître le mérite de s'être battus pour installer dans les esprits l'idée qu'il nous faut une nation. Et que cette nation-là ne peut se faire que par la transcendance des clivages ethniques. C'est pour ça que sous le parti unique, l'UNC, les gens comme les Koloko-Lévis, qui sont des Bamileke, étaient des députés au littoral. Et le littoral a appris de tout temps à fonctionner avec des élus qui ne sont pas seulement du littoral. À l'Est, vous ne l'avez jamais vu. Vous n'avez jamais eu un Bamileke député à l'Est. Vous n'avez jamais eu un Bamileke député au Sud. Vous n'avez jamais eu un nordiste député au nord-ouest ou au sud-ouest. Il n'y a qu'au littoral, depuis le parti unique jusqu'à aujourd'hui, où des enfants venus des contrées autres que le littoral sont élus. Là, c'était le miroir de l'intégration nationale. Tu ne peux donc pas parler du fédéralisme communautaire et venir mettre Nouran, qui est Bamoun, chez les Bassa et les Bakoko. Et elle a été élue. Je pose donc la question. Si nous ne sommes pas là-dedans, une démarche contradictoire. S'il était tant convaincu que le communautarisme est ce qui est bon pour le Cameroun, c'est des Bakoko et les Bassa du canton Bakoko ou du canton Bassa qu'il aurait mis dans sa liste. Et il aurait eu raison. Il aurait eu raison. Puisque comme nous sommes les seuls peuples du littoral à faire l'intégration et que seuls nous n'allons jamais réussir l'intégration, je suis pour qu'on fasse le 80-20. C'est-à-dire que dans la conduite des affaires publiques, les autochtones de la localité doivent être impliqués pour 80% et leurs frères venus d'autres contrées qui vivent là participent aussi à concurrence de 20%. Est-ce que vous savez que parce que le littoral seul fait l'intégration nationale et que personne d'autre ne limite le littoral, sur les 19 sièges de députés que le littoral a, 9 ne sont pas des littoraliens. Pratiquement la moitié. Et la tendance est à la hausse. C'était pas comme ça en 2013. Ça a augmenté en 2020. La limite, c'est où? En 2025, il ne faut pas être surpris que vous ayez 12 députés du littoral qui ne sont pas originaires du littoral. Hein? Il ne faut pas être surpris. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les organisations politiques ne s'inscrivent pas dans l'esprit du préambule de la Constitution qui dit que l'État protège les droits des populations autochtones. C'est dit dans la Constitution. Or, le littoral étant un creuset qui reçoit tout le monde, on se trouve dans le littoral dans une situation où les peuples autochtones du littoral deviennent démographiquement minoritaires. Et tous ceux qui jouent donc avec le vote tribal, c'est au littoral qu'ils viennent jouer avec le vote tribal. C'est-à-dire que les Bamis tirent sur la fibre tribale des électeurs Bamis qui sont au littoral. Et qui sont nombreux. Parce qu'ils sont nombreux. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les candidatures sont essentiellement originaires d'autres régions en tête de liste.
C'est-à-dire que quand le SDF présente ses candidats, il met en tête de liste des Bamileke parce que il drague l'électorat Bamileke qui est un électorat important, alors, qui est majoritaire. Qu'on se comprenne alors, bien. Le PCRN va venir, il va faire la même chose. Le RDPC vient, il fait la même chose. Vous savez quel résultat ça a donné? Dans une même circonscription comme Vouri-Est, qui a 4 sièges. Ça a donné que sur les 4 députés de Vouri-Est, 3 sont originaires de l'Ouest. C'est ça que ça a donné. Parce que comme on ne limite pas les partis politiques, comme on ne leur impose pas un quota de représentativité, chacun fait donc son calcul. Et tout le monde drague l'électorat majoritaire du point de vue démographique. Cet électorat, c'est les Bamileke. C'est des gens venus d'autres contrées. Du coup, les partis politiques n'ont pas intérêt à mettre les autochtones. Et petit à petit, les autochtones on se retrouve dans cette situation-là. On comprend que vous êtes pour les peuples autochtones. Vous êtes pour le 80. Parce que Noura ne représente pas les Bakoko à l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas. Elle peut pas. Elle n'a pas cette culture. Elle n'est pas de là. Elle ne parle pas leur langue. Elle n'a pas une même conception cosmogonique du monde. Elle n'est pas Bakoko. Elle n'est pas Bassa. Elle est Bamoun. Et elle est mariée à un Bami. Elle ne peut que représenter ces gens-là à l'Assemblée nationale. Du coup, le nombre de représentants des peuples de l'Ouest à l'Assemblée nationale se met à augmenter au détriment des peuples du littoral, ce qui est inacceptable. Alors, qu'est-ce peut être la solution? Vous proposez le 80-20. Vous n'êtes pas totalement pour le fédéralisme communautaire. Ça n'a rien à voir avec le fédéralisme communautaire. Ça a quelque chose à voir avec la réalité de ce que nous sommes. L'Assemblée nationale, l'Assemblée d'une nation multiethnique. Cette assemblée-là doit être multiethnique. Sinon, le peuple-là n'est pas ethnique, la nation-là n'est pas multiethnique. Ça veut dire que si nous ne concevons pas la nation comme elle est multi-ethnique. Il ne faut pas... Mais le fédéralisme communautaire ne tue pas l'ethnie. Non, je n'ai rien à voir. Ce que je dis n'a rien à voir avec le fédéralisme communautaire qui est une bêtise. Moi, je parle de... Il faut que les Makas soient représentés à l'Assemblée. C'est tout. On ne va pas s'en sortir. Non, il y a 180 places. Mais bien sûr, on est 230. Premièrement, on peut avoir une assemblée qui a 230 sièges. Il y a des assemblées ici au monde qui ont 500 sièges. Oh, 800 même. Alors, où est le drame? On a 10 636 conseillers municipaux. On peut avoir même plus. Ce n'est pas un drame. 180 députés, ce n'est pas beaucoup. Mais restons dans la proportion que les pères fondateurs nous ont laissé. Ils nous ont laissé, d'ailleurs, c'était pas 180, hein, c'était 120, et puis on peut bien augmenter ça 2 fois. On est à 180. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une inflation, qu'on continue à augmenter. Alors, pour vous, le fédéralisme communautaire... Est-ce qu'on peut imaginer une assemblée nationale où il n'y a pas de peuple, au motif que d'autres personnes ont été élues à la place des peuples? Est-ce qu'on doit imaginer une assemblée nationale où les peuples de l'Est, les Makas de l'Est, ne sont pas là-dedans? On prend un Bami, c'est lui qui est le député de Bétois ou de la KDI. Pourquoi? Il n'y a pas les gens de la KDI eux-mêmes pour venir siéger. Parce qu'il s'agit de représenter les peuples de l'Est. C'est pour ça que le concept du député représentant la nation est une fiction dangereuse. Parce que tu ne peux pas représenter la nation et être élu seulement dans une localité. Si on veut vraiment que le député soit le représentant de la nation, nous devons organiser des élections comme en RD Congo, avec des listes nationales. C'est-à-dire qu'une liste qui est élue dans tout le territoire, comme le président de la République. Nous, on a organisé des élections où... Avec une circonscription électorale. Là, qui est en général le département, à part quelques départements qu'on a saucissonnés, mais c'est le département. Donc, c'est les populations d'un département qui t'élisent. Ce n'est pas les populations de la nation tout entière. À partir de ce moment, il faut revoir la représentation. Mon ami Don Collins, qui est élu à Vouri Centre, est le représentant des Kotoko qui sont à l'extrême nord. Bon, c'est bien, c'est bon à entendre, mais en réalité, il y a des gens à l'extrême nord pour poser les problèmes des populations. Alors, le débat sur les chiffres est d'actualité également. Le RDPC vient de boucler ses opérations de renouvellement des organes de base et semble indiquer que ces opérations ont permis de recenser entre 3,5 millions et 4 millions de membres de ce
là, l'une des réactions enregistrées est celle du président du MRC, Maurice Kamto, qui indique que si le RDPC commence à parler de 4 millions, ça veut dire qu'il veut y aller tricher parce que la masse électorale enregistrée de 7 millions, si le RDPC a déjà 4 millions seul, c'est qu'on prépare déjà les prochaines fraudes. C'est un faux raisonnement. Le RDPC peut avoir 4 millions parce que il mobilise, il a 4 millions. Un parti politique me dit qu'il a 4 millions de militants. Pourquoi je dis que c'est faux? Sur quelle base? Ça a quoi à voir avec le code électoral, les listes électorales? Ça n'a rien à voir. Les 4 millions de militants du RDPC peuvent ne pas être tous inscrits. Quelqu'un peut être militant du RDPC, estimer que ce n'est pas la peine d'aller aux élections, le RDPC gagnera, je ne m'inscris même pas. Ouais, il reste comme ça. C'est une sortie inutile donc de Maurice Kamto. Oui, il n'aurait pas dû la faire. Mais comme ils sont habitués, parce que pour résister, il faut attaquer le RDPC. Moi, je n'existe pas comme ça. J'existe en répondant aux problèmes, en détectant les problèmes et en leur proposant des solutions. Eux, ils existent parce qu'ils réagissent par rapport. Vous voyez, le RDPC, les gens vont au sud, ils font une réunion, boum, tout le monde commence à parler de ça du matin jusqu'au soir, chacun vient écouter. C'est comme s'ils oublient qu'ils faisaient des réunions, eux, avant, et personne n'en parlait. Parce que la réunion du Sud, elle n'est pas la première du genre. C'est Anderson Lee qui a commencé ça en 2019. Personne n'en a parlé comme c'est le pauvre Est. N'est-ce pas? Et que le Sud, là, c'est là qui ont le pouvoir. Vous voyez, ça veut dire qu'on est des réactionnaires. Et ça ne peut pas faire des bons hommes politiques. Kamto n'aurait pas dû le dire. Mathématiquement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de logique. Le RDPC vous dit il a 4 millions de personnes. Et bien vous aussi sortez, dites que vous avez 5 millions. Et puis l'autre dit que sous réserve qu'il y ait des militants du RDPC qui sont aussi militants du PCRN, qui sont aussi militants du... Et ça ne nous sert à rien. Moi, mais vous n'avez jamais laissé passer une sortie de Maurice Kamto. Vous aussi, vous êtes à la réaction. C'est vous qui m'apprenez qu'il a dit ça. Je réagis au chaud là. Parce que je ne savais même pas qu'il a dit ça. Je ne suis pas à la chasse des déclarations des hommes politiques de l'opposition. Il y en a qui ne servent à rien du tout. Maurice Kamto ne nous sert à rien. Il perd. Deuxième à une élection présidentielle, oui. Il a quand même son mot à dire. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas son mot à dire. J'ai dit qu'il ne sert à rien à l'opposition. Il n'amène pas l'opposition vers les victoires. C'est ça que j'ai dit. C'est un Camerounais, c'est un homme éminemment instruit, il peut faire des réflexions, dire tout ce qu'il veut. Peut-être parce que l'opposition ne l'accompagne pas. Non, ce n'est pas l'opposition de l'accompagner. Il est qui pour que l'opposition l'accompagne? Pourquoi l'opposition doit l'accompagner? Son dernier chiffre. Moi, j'attendais que lui, il accompagne l'opposition. Moi, j'attendais que lui, il accompagne l'opposition. Pour cela que vous estimez qu'il ne peut pas se présenter comme leader de l'opposition? Non, il n'a même pas le droit. Où sont les caractéristiques qu'il a qui font de lui le leader? Second à une élection présidentielle, par exemple. Mais ça ne fait pas de vous un leader. Est-ce que quand Kamto allait à l'élection présidentielle, c'était pour être le premier de l'opposition? C'était ça son objectif. Et pour être président de la République. Il est donc premier de l'opposition de façon tout à fait fortuite. Mais au moment où il est le premier de l'opposition à cette élection, enfin il est premier parmi les 9 candidats, la structure de son parti politique ne lui confère aucun leadership. Au moment où je parle là, quel est le parti politique qui est le plus représenté à l'Assemblée nationale? Vous savez? C'est l'UNDP. Après le RDP, c'est l'UNDP. Sur tous les plans. C'est l'UNDP qui a le plus grand nombre de sénateurs. Il a le plus grand nombre de députés. Il a le plus grand nombre de communes. Il a une quinzaine de communes. Aucun parti de l'opposition n'a ça. Encore moins le RDPC, le MRC, qui a 0. Que M. Kamto a fait passer de 19 conseillers municipaux à 0 par sa décision insolite, inutile. Parce qu'une décision qui amène un parti politique qui a 19 élus à avoir 0 élus est une décision qui devrait amener les militants à vous chasser du parti. Donc vous donnez raison à Célestin Djamène, par exemple. Mais ils ont raison. Je leur ai dit que ce parti était mauvais. Dans son essence même, il est mauvais. Et Kamto qui vient prendre la tête de ce parti, il est encore mauvais. Parce que c'est un serviteur du régime. C'est un produit du régime. Un produit du régime n'a pas à devenir le leader de l'opposition. Mais il s'est désolidarisé du régime. Non, ça n'a pas d'importance.
Le régime n'a pas changé, il se désolidarise de lui. Pourquoi? Tel le régime est, tel il était quand il était un acteur essentiel de ce régime. C'est lui qui a prêté sa science à la révision de la Constitution de 1996 pour faire sauter la limitation des mandats. A-t-il raison aujourd'hui de regretter que M. Biya s'éternise au pouvoir? Tout le monde peut regretter que M. Biya s'éternise au pouvoir, pas Famen Ndongo quand même. Pas Kamto. Non, je parle de Famen Ndongo. Famen Ndongo ne peut pas devenir demain quelqu'un qui nous dit que s'éterniser au pouvoir est mauvais. Vous comparez Famen Ndongo à Kamto. Je veux montrer que quand vous avez servi des idées, des pratiques, des causes, et que ces causes-là savaient être mauvaises après, vous n'êtes pas la personne qualifiée pour organiser la transformation sociale. Il n'est pas le seul Saul. Il y a des Sauls en politique. Je ne sais pas si Saul est un modèle, mais Saul, est-ce que Saul persécutait les chrétiens? Non, il n'y avait pas de chrétiens avant. Saul ne persécutait pas les chrétiens. Saul était au service d'une administration. Il s'occupait de tout le monde. Mais les combats de Maurice Kamto tiennent quand même. Révision du code électoral, par exemple. Ils ne tiennent pas du tout. On a besoin d'un code électoral révisé. Je dis, ce n'est pas Kamto qui peut nous dire que le code électoral est mauvais. Ce n'est pas lui. Il fait partie de l'intelligentsia du régime qui ont, les intellectuels du régime qui ont pensé ce code électoral. Il perd tout crédit. Et vous savez, je vous ai déjà dit à l'occasion de ce genre d'émission, il faut faire des émissions documentées. Il faut fouiller. Absolument. Quels sont ceux qui ont travaillé à la rédaction du code électoral? Il faut aller voir. Quels sont ceux qui ont travaillé à la rédaction de la Constitution de 2008? Et ils ne perdent pas le droit de se plaindre le lendemain. On a tout le droit. Peut-être que là-bas, ils n'avaient pas toute la latitude de dire tout ce qu'ils pensent. La Bible nous dit tout ce qui est permis ne construit pas. Il est permis de servir Paul Biya aujourd'hui, de le trahir demain, d'être son très fidèle serviteur avant-hier, de devenir son plus grand pourfendeur demain. Mais est-ce que ces comportements de valse, d'instabilité intellectuelle et politique sont édifiants? La réponse est non. C'est ça qui fait que l'offre politique de l'opposition perd en consistance. Si l'offre politique de l'opposition doit être faite aujourd'hui, par ceux-là même qui défendaient des offres inverses hier, des contre-valeurs hier. Quand M. Kamto servait le régime de Paul Biya a changé. Il a changé de discours. La corruption est finie. Le népotisme a changé. C'est devenu plus aujourd'hui que quand Kamto était doyen et patati patata. Alors, donc il était un homme du régime. Lorsqu'on vous écoute. Et nous, qui disions, quand les Kamto étaient dans le régime, nous, on sonnait le tocsin. On disait, le régime là n'est pas bon. Il disait que c'était bon. La preuve, dans les archives audiovisuelles de ce pays, si vous fouillez là-dedans, vous allez trouver des interviews qu'il a données à Charles Ndongo et à je sais quelle dame de la CRTV, où il qualifie M. Biya d'homme d'État. Bon, comme il a qualifié le président Biya d'homme d'État, maintenant le président Biya n'est plus homme d'État. Mais lorsqu'on vous écoute, Elie Bilobé, on donne l'impression que vous déstructurez toute l'opposition. Non, vous ne retenez personne du tout. Que Maurice Kamto, c'est rien. Cabral Libye, c'est zéro. Après, il n'y a plus personne. Finalement. Mais comment? Donc, pour vous, c'est Kamto et Cabral Libye qui sont les personnes de l'opposition. Vous voyez, c'est extraordinaire. Quand John Fundi est allé aux élections pour la première fois, il a eu 37%. Selon les camps, nous on pensait qu'il avait 39. Le camp du RDPC dit que c'est 37. Il a eu officiellement 37. Mais de toutes les façons, même le RDPC a reconnu qu'il a eu plus de 30. Quand Kamto va pour la première fois, lui il a 14. Deux fois moins. Les contextes ont changé. Non. C'est le même pays, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes acteurs politiques. Quand Cabral Libye va pour la première fois, il a 6%. Il ne peut pas devenir le leader de l'opposition à laquelle moi j'appartiens. Je continue de respecter John Fundi. Quand le SDF est allé aux élections pour la première fois, aux élections législatives, il a eu 43 députés. Quand le MSC est parti pour la première fois, il a eu un. Un député.
le SDF a fait plus que le MRC dans l'histoire. Oui, mais même comme le SDF est en déclin, même au moment où le SDF est en déclin, il continue à faire plus que le MRC. Il a 5 députés, le MRC a 0. Donc, quand John Fundi et sa formation se mettent en mouvement, on ne peut pas, sous le prétexte qu'on manipule les chaînes de télévision, faire croire que le leader de l'opposition, le parti leader de l'opposition, c'est le MRC. Il est comment? Sauf si vous me dites que les résultats des élections, c'est varié. Mais les résultats des élections, c'est eux qui construisent justement. C'est eux qui nous disent quelle est la réalité politique, la vraie valeur, le poids politique des acteurs. Et il faut qu'on cesse ce type de démarche qui consiste à faire comme si 3 ne dépasse pas 1. 3 dépasse toujours 1, c'est l'arithmétique la plus élémentaire. Quelqu'un qui a 10 ne peut pas être mis de côté. L'UNDP qui a 7 députés, personne n'appelle l'UNDP sur les plateaux de télévision. L'UNDP a 15 communes. Aucun parti de l'opposition n'a 15 communes. L'UNDP a une région, la Damawa, qu'il contrôle. Il a gagné les élections régionales. Personne ne les appelle sur les plateaux de télévision tous les jours. Tous les dimanches. Peut-être parce qu'ils sont inscrits dans cette plateforme avec le RDPC. Quelle plateforme? Entre l'UNDP et le RDPC. Donc vous croyez que le RDPC n'avait pas besoin de gagner la Damawa? Peut-être qu'ils ont fait un cadeau à un ami. Non, ce sont les données des élections. Vous croyez que si on met un débat au RDPC, on dit bon, laissez le Sud, on va donner ça à Cabral Libi. Il y aura les gens dans le RDPC pour dire jamais. Allons aux élections. Donc cette histoire de on a arrangé, c'est le discours péremptoire. Alors le parti leader de l'opposition, c'est l'UNDP. Oui, objectivement. Est-ce que cela fait de Bello Bouba Maïgari le leader de l'opposition? Mais en principe. En principe. En principe. Si on était comme en Grande-Bretagne, où il y a un statut. Même au Congo voisin. De l'opposition. Qui serait à la tête? C'est Alain Chassé. Mais en Grande-Bretagne, au Congo, où il y a un statut de leader de l'opposition, il est désigné sur la base de quoi? Des radios que tu contrôles ou bien des élus que tu as? Des élus. Des élus. Très bien. On va écouter les Camerounais. Et les élus, c'est Bello qui en a plus. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est lui. Après Bello, il y a d'autres. Mais vous ne pouvez pas considérer que Maurice Kamto pèse sur le champ politique plus que Cabral Libi. C'est Cabral Libi qui pèse plus que lui. C'est ça qui est vrai. On n'aime pas Cabral Libi, vous aimez, peu importe. Cabral Libi a 5 députés, Maurice Kamto a 0. C'est clair. Cabral Libi a 5 communes, Maurice Kamto n'en a pas. Cabral Libi a 205 conseillers municipaux, le SDF en a 185. C'est ça qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que Cabral Libi dépasse le SDF. Alors, on va vous permettre de prendre un verre d'eau, le temps d'écouter également ces Camerounais qui se posent une question. Ils nous ont écrit et on est allé à la rencontre de ces Camerounais-là. Est-ce que notre invité, Abel Libi Lobé, est pertinent? Le considérez-vous comme un élément utile à l'opposition ou il joue un mauvais rôle contre l'opposition et pour le régime? Je vous propose d'écouter ces Camerounais. Un opposant certainement. Ah, ça c'est un pion des opposants. Parce qu'un opposant doit être catégorique avec son parti. Bon, dit que pion du régime, je ne sais pas, mais il est, on dirait, quelqu'un qui est toujours en phase avec le régime, bien qu'étant de l'opposition. Pion du régime, c'est trop dire, mais je pense qu'il est opposant. Il le dit, il l'affirme, et je pense qu'il est constant depuis plusieurs années. Oui. C'est ce qui dit a des énormes impacts, notamment sur la sphère politique et notamment c'est un activeur politique.
il est non seulement pertinent, mais il est rationnel dans ses analyses. Elle procède d'une démarche scientifique le plus souvent. C'est lui qui a fait étalage il y a quelques années des statistiques réelles. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est contre un régime ou alors qu'on est contre une personnalité. Et lorsqu'il faut exprimer son opinion, on se débine. Il n'y a pas des gens qui votent pour les autres. Donc pour que ça voit compte, il faut le moment venu exprimer son vote. Et je pense que Liby Lobé est celui qui a mis sur la place publique les statistiques réelles des élections dans ce pays, qui montrent que très souvent, ceux qui crient à l'opposition ne sont pas des vrais opposants. Suivez mon regard. Bon, c'est un homme aussi qui a aussi une image assez imposante dans le plateau. Il est quelqu'un imposant et tout. Dit que convaincant, je dirais non, parce qu'il combat plutôt l'opposition au lieu de combattre le gouvernement en place. Il est toujours là à combattre plutôt l'opposition. Au lieu de faire son travail qui est de... Puisqu'il est dans l'opposition, au lieu de faire son travail qui est de combattre l'État en place, le gouvernement en place, il est toujours là à combattre l'opposition. Quand tu parles, tu sais que sur le plateau de télévision, n'importe qui parle ce qui le convient. N'importe qui tire la couverture de son côté. Donc, à la télévision, il peut parler n'importe quoi puisque c'est à lui de connaître ce qui fait est bon ou mauvais. Il n'avait pas compris puisqu'il n'était pas un leader dans le SDF. Quand on parle de leader dans le SDF, nous entendons de plus parler de Joshua et John Fungi, un peu comme ça. Oui, j'ai compris son départ à SDF. Si dans SDF, s'il est parti, peut-être il voulait un poste peut-être un peu digne de lui. Mais il n'en a pas. Mais le parti ne l'a pas cédé. Peut-être c'est pourquoi il a quitté SDF. Oui, je pense que le SDF était une formation politique en plein délitement. Et donc il était normal que quelqu'un qui n'arrive plus à faire valoir ses opinions puisse partir d'une telle organisation. Je pense que cela participe d'une certaine logique. Depuis qu'on l'avait agressé quelque part dans son domicile à Douala, il est un peu devenu... Il n'est plus devenu comme avant. Quelque chose a un peu changé en lui. On résume quelques propos de ces Camerounais qui disent que vous combattez plutôt l'opposition, que vous servez plus l'opposition que le RDPC, le régime en place. On ne comprend pas. Je sais plus le RDPC que l'opposition. Que l'opposition, voilà. Vous avez fait voilà, que vous servez plus le RDPC que l'opposition. D'aucuns se demandent pourquoi vous êtes parti du SDF. Il y en a qui écrivent et qui disent que vous êtes peut-être aigri. Ça, c'est les internautes qui l'ont dit tout à l'heure. Pour résumer tout cela, alors, beaucoup pensent que vous combattez l'opposition. Vous savez, quand vous levez le matin, vous êtes un homme de l'Est. On dit que le soleil se lève chez vous. À l'Est, oui. Et que le couche à l'Ouest. Est-ce que c'est vrai? Oh, qui sait? On accepte ça. Est-ce que c'est vrai? Il ne se lève pas. Ce qui est vrai et qui échappe à tout le monde, c'est que le soleil ne se couche pas. Il ne se lève pas. Il est toujours là, il brille toujours. C'est ta position qui change par rapport à lui. C'est ça qui est vrai. La vérité, c'est quelque chose qui échappe au grand monde. Ce n'est pas la vérité, elle est toujours... Parce que la vérité s'éloigne des sens. Elle est quelque chose de subtil. Ce qui est vrai, c'est que l'opposition est en train de s'éloigner de ses victoires. C'est ça qui est vrai. Même si c'est un chat qui dit ça,
quand vous regardez tous les partis de l'opposition, ils sont en délitement. Il n'y a aucun qui est en train de monter. Ceux qui viennent de naître ont commencé si bas qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont arriver au stade où ceux qui sont en train de descendre ont commencé. Je reviens sur un parti comme le PCRN, qui est un parti farouche, bien sûr. Un parti que vous êtes parti prendre sans conviction politique. Vous êtes entré là-dedans par stratégie pure. C'est ça le caractère fantoche. On n'entre pas dans un parti politique parce qu'on cherche le parti. Quel parapluie. Encore que nous, dans le cadre de la stratégie Kautal, nous avons élaboré donc les possibilités pour les gens d'être présentés par des petits, même s'ils ne sont pas membres de ces partis politiques. C'est plus sincère. Un parti comme le PCRN, il a commencé à 6% à l'élection présidentielle. Il va arriver à 37% quand? Personne ne sait. Hein. Je ne sais pas. Il peut avoir la faveur électorale. Je ne sais pas. Mais le PCRN... comme je suis un statique, comme je suis un homme qui... Mais actuellement, le parti est sur le terrain. Je n'ai pas dit on voit le président national un peu partout. Je n'ai pas dit, il est sur le terrain et je constate qu'il n'a pas présenté 50 candidats aux élections législatives. Depuis qu'il est sur le terrain. Cette page est tournée maintenant. Non, on continue. 2025, oui, c'est ça. Il continue toujours à dire qu'il est sur le terrain. On attend parce qu'on mesure la présence effective d'un parti politique sur le terrain par le nombre de candidats qu'il présente. Pas par le nombre de structures qu'il crée. Vous savez, j'ai été au plus haut niveau du SDF. J'ai été chargé à un moment donné du renouvellement des organes de base du parti dans le littoral, en particulier dans la Sanaga maritime. Je suis allé, j'ai trouvé les structures du parti. À Pouma, à Mbé, à Dibamba, etc. J'ai trouvé des structures du parti. Mais la vérité que j'ai trouvée, c'est que ces structures-là ne pouvaient pas compétir. Elles étaient dirigées par des gens liges, des gens pauvres, qui n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas la force mentale. Ils ne peuvent pas combattre contre le cadre du RDPC qui est sur la localité. Est-ce que le dire, venir constater que oui, il y a une cellule, mais celui qui est à la tête de cette cellule, les membres qui sont dans cette cellule, ils sont si faibles structurellement, ils sont pauvres, ils n'ont pas de culture politique, ils sont démunis, ils ont tous les problèmes de la terre. Et je regarde en face. Vous-même vous dites que le RDPC c'est la nation. Comment ces gens-là peuvent combattre donc les préfets, les sous-préfets? Ils ne peuvent pas. Et la réalité va se voir à l'élection. Ils ne peuvent pas être candidats parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les cautions. Ils n'ont pas l'argent pour faire la campagne électorale. Ils n'ont pas l'argent de déployer sur le terrain. Ces éléments comptent en politique pour vous envisager de renverser l'adversaire. Je l'ai dit, neveu qui veut. Le RDPC, ce n'est pas une... Peut-être qu'on aurait voulu qu'en tant que membre de l'opposition, que vous reteniez ce genre de discours qui peut être affaiblissant, qui peut plutôt affaiblir l'opposition. Je t'ai dit tout à l'heure qu'un homme politique n'est pas là pour plaire. Ce sont les acteurs de théâtre qui cherchent à plaire. Moi, je ne suis pas un acteur de théâtre. Le RDPC n'est pas une feuille de papier qui est posée comme ça, je souffle. Ça va tomber. Ce n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Ceux qui pensent qu'il est comme ça se trompent. La preuve, on souffle depuis 30 ans, il ne tombe pas. Quand quelqu'un vous bat aux élections, à toutes les élections, il y a un moment où vous devez vous arrêter pour dire, est-ce que, j'ai les moyens de combattre? 2, est-ce que je combats? Si j'ai les moyens de combattre, est-ce que ma stratégie est bien? Et dans cette question-là, il y a des sous-questions. Est-ce que mon discours est le bon? Est-ce que ma manière de me déployer est bonne? Est-ce que je communique? Est-ce que... Quels sont ces élèves qui échouent au probatoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4? Vous savez combien de fois on a déjà échoué? On a déjà échoué à 17 élections. Il faut abandonner?
Non, il faut se remettre en cause. On n'a même pas le droit d'abandonner. Parce que si on abandonne, on rentre dans le parti unique. Nous devons donc continuer. Mais en nous mettant en cause, un de nos maîtres à penser, Einstein, disait que il n'y a que les fous pour penser qu'en faisant les mêmes choses, on peut avoir les résultats différents. Peut-être parce que vous dites ces vérités sur la place publique. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas rencontrer ces représentants de l'opposition pour que, en dehors des caméras et les studios, vous puissiez poser sur la table le véritable diagnostic, montrer et démontrer pourquoi l'opposition ne réussit pas à gagner? Ça, c'est un problème qui est posé. Ça, c'est un problème qui est posé. Sur la place publique? Oui. C'est peut-être ça qui gêne et qui donne l'impression que vous tirez dans votre camp. Une certaine catégorie d'acteurs estiment que je ne devais pas le dire à la radio et à la télé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est ce que je dis qui est la vérité. La vérité n'est pas faite pour être dans l'obscurité. C'est pour ça que la Bible nous dit éviter les attelages disparates. En effet, quel rapport entre la lumière et l'obscurité? Il n'y a pas de rapport. Je ne dis ça que dans les milieux où tout le monde va entendre ça parce qu'ils sont organisés pour ne pas entendre. Les partis politiques sont organisés pour ne pas se remettre en cause. Cabral Libby, qui vient d'arriver, est un gourou. Personne ne le critique. Il a un petit groupe de fanatiques. John Fundi, personne ne le critique. John Fundi vient, j'ai été dans des NEC où John Fundi vient présider le NEC en culotte. Personne n'est capable de lui dire que Monsieur le Président national ne fait pas ça. Des personnes partent de Yaoundé, de Garoua, de machin. On vient des pères de famille, des responsables, des hommes d'affaires, des gens qui ont leur vie, leur autonomie, viennent à la réunion du parti. Et toi, tu viens présider cette réunion du parti, tu as porté une culotte. Personne n'est capable de lui dire que, Monsieur le Président, ne faites pas ça. Vous avez vu, quand la crise anglophone a commencé, il a dit que s'il était jeune, il serait allé dans le Maquis combattre. Personne n'a été capable de lui dire que le Président national, c'est une erreur que vous venez de faire. Ne dites plus jamais ça. C'était une caution. Aujourd'hui, quand on leur oppose ça, ils disent non, ça va pas. Mais le mal est déjà fait. Vous avez cautionné une lutte qui est illégitime. Tu allais faire quoi dans le Maquis? Si ce qui se fait là-bas est mauvais. C'était peut-être pour plaire aussi. À qui? N'est-ce pas, je vous ai dit tout à l'heure que non politique n'est pas fait pour plaire. Bon, maintenant qu'il condamne ça, il plaît. Maintenant qu'il condamne ce qui se passe là-bas, il plaît. Lui-même a essuyé la mort. On aurait pu le tuer parce que des gens le prennent en otage. On ne sait pas très bien si c'était un montage, si c'était une réalité. Mais là-dedans, tout peut arriver. On aurait pu le perdre. Donc, un homme politique doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Un homme politique doit faire attention à ce qu'il fait, aux actes qu'il pose. Parce que c'est là-dedans que se trouve l'expression de sa personnalité et de son aptitude à porter le changement. Nous nous battons contre le culte de la personne. Vous vous inscrivez où, Elimbi Lobert? Je m'inscris dans ce Est-ce que le mouvement Kautal, c'est un mouvement politique? Il s'inscrit où? Kautal, c'est une stratégie électorale. Qui s'adresse à qui? Qui pourrait, à l'opposition. Qui pourrait profiter à qui? À l'opposition, excuse-moi. C'est pour qu'on gagne. C'est pour qu'on renverse le RDPC. Elle est publique, votre stratégie? Oui, parce que... Est-ce qu'en politique, les stratégies publiques sont efficaces? Non, les stratégies sont publiques en politique. Il n'y a pas de stratégie cachée. Sauf si vous êtes un bandit. Quoi? Quel est... Au Cameroun, on dit que la vraie politique, politique se passe la nuit. Non, c'est parce qu'on a rendu la politique une affaire de faux. C'est-à-dire qu'on peut aller négocier sous la table la nuit. Alors vous proposez quoi concrètement? Kautal propose que les partis politiques sont faibles individuellement. Aucun d'eux ne peut battre le RDPC. À aucune élection. Je commence par l'élection présidentielle. Vous avez vu, non? Les gens disent qu'ils veulent 11 millions d'inscrits. 11 millions d'inscrits, ça nous donne à peu près 25 000, entre 25 et 30 000 bureaux de vote. Et c'est Elekam que nous insultons tous les jours qui fait les bureaux de vote. Si véritablement Elekam veut nous finir,
Ils décident de faire des bureaux de vote de 200 personnes, 150 personnes, 300 personnes, au lieu de mettre même les 500. Et il fait exploser le nombre de bureaux de vote à 40 000. Le RDPC, lui, il aura les moyens de mettre les gens dans les bureaux de vote pour avoir les procès-verbaux. Alors, l'opposition est donc faible. Résultat, qu'est-ce qui pourrait lui donner un peu plus de force? Il n'y a pas d'union, il n'y a pas 36 000 options. C'est une équation à une inconnue. En mathématiques, l'équation à une inconnue te donne, tu as fait ça même comme tu n'es pas mal. Juste un peu. X égale 3. Ouais. On ne te donne pas X égale 3, mais X est aussi égal à 6. C'est quand tu as deux inconnus ou que tu as plusieurs possibilités, etc. Donc, c'est une équation la plus simple. La stratégie Kautal, c'est que l'opposition... Unissez-vous pour avoir un candidat à l'élection présidentielle. Avec ça, tout le vote qui s'exprime contre le RDPC, qu'on appelle le vote contestataire, va aller au candidat unique ou de large consensus de l'opposition. Alors, est-ce qu'on a des acteurs? Le vote contestataire, l'analyse statistique nous montre que à toutes les élections, le vote contestataire est plus important que le vote pour le régime RDPC. C'est-à-dire qu'à l'élection présidentielle, typiquement, si tu additionnes tous les votes des candidats, ils n'atteignent pas celui de Biya. Pourquoi? Parce que tous ces candidats, ayant le visage de perdant d'office, il y a abstention. Tous ceux qui veulent voter contre le président Biya, voyant que l'opposition ne gagnera pas, s'abstiennent. Ils sont 40%. Ils dépassaient les 2 millions de voix que le président Biya a eu. Donc si nous présentons les conditions d'un candidat doué de force, capable, parce que nous avons mis les moyens financiers à sa disposition, de parcourir le pays. Mais il ne s'agit pas de parcourir simplement le pays, lui, le candidat. Il s'agit d'avoir des relais. C'est-à-dire que quand il est devant, il laisse Douala. Nous, on continue la campagne à Douala. Il traverse Edea. On continue la campagne à Edea. Il monte. On continue la campagne. Pendant qu'il est au nord, nous, on est en campagne à l'est. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Quand Kamto traverse Douala, personne ne reste faire la campagne pour lui à Edea. Par contre, regardez ce qui se passe. Biya est à Yaoundé et les gens sont en campagne pour lui. Ils sont en campagne dans tout l'espace du pays en même temps. Et comment vous allez le faire? Si vous prenez les chiffres, comment la stratégie, si vous prenez les chiffres des meetings organisés par les partis politiques pendant les 15 jours de campagne, vous verrez que le RDPC a organisé 5 fois, 6 fois, 7 fois plus de meetings que l'ensemble des candidats de l'opposition réunis. Ça veut dire que du point de vue de la communication, nous ne sommes pas sur le terrain. Dans la KDI, à Yokadouma, au fin fond là, qui faisait la campagne pour Cabral Libi là-dedans quand il était à Douala? Pendant qu'il était à Douala, combien de meetings il y a eu à Mouloundou pour lui? Le RDPC, lui, il est là-bas. Donc, quand j'entends les gens dire, nous sommes sur le terrain, on a installé un comité de base l'autre jour. Alors, comment peut je sais que c'est bon pour la télé. Et même le RDPC rit. Comment la stratégie du Parce que je sais que pendant l'élection présidentielle passée, Cabral Libi, aucun de ces supports qui parlent de lui là, personne n'a fait campagne à Dibombari. Alors comment on fait? Quand vous avez ceux qui sont là actuellement, vous lisez quand même les combats à travers les réseaux sociaux. Les militants du PCRN et ceux du MRC ne se font pas de cadeaux de ce côté-là. Vous avez également un discours dur contre l'opposition, pardon. Mais comment est-ce qu'on fait pour asseoir cette sorte d'unité qui pourrait être efficace? C'est la vérité qui les éclaire. Ils sont choqués parce que la vérité, c'est comme un projecteur que je mets sur eux pour qu'on voit que ce qu'ils disent par convenance, parce qu'ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils disent. Je vous ai dit tout à l'heure que le rapport général des élections est sorti. Vous avez entendu l'un de ces leaders-là commenter le rapport général des élections. Vous dites que j'ai fait
tant de meetings quand j'étais en campagne électorale. Il ne vous dit pas ça. Chacun prend la parole, il dit que oui, le RDPC a les moyens de l'État. Même si les moyens de l'État, ça ne veut rien dire. Aucun sous-préfet n'a fait un meeting pour le RDPC. Vous avez vu un sous-préfet faire un meeting? On s'en fout. Si on se donne les moyens, même si les sous-préfets viennent, alors on les tape. Votre stratégie, c'est quoi pour donc amener l'opposition à s'entendre, à s'asseoir, à trouver, ou à fabriquer, aux élections locales. Si nous voulons battre le RDPC, battre le RDPC veut dire faire en sorte que lui, il gagne moins de 91 sièges. Oui. C'est ça, battre le RDPC. Tant que le RDPC aura plus de 91 sièges, il a gagné. Même si vous avez 12 par-ci, 3 là-bas, 8 ici, ce n'est pas ça qui le dérange. Il faut comprendre la stratégie. Alors le discours est beau. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais comment mettre tout cela en musique? Comment l'implémenter, votre vision? C'est ça la stratégie, Kata. Elle est claire. C'est tout un document qui a tout dit. Il a pris tout ça en compte. On s'en fout des égos des gens. Je suis ceci, je suis cela, c'est peu importe. Où est le document en question? Est-ce que vous avez proposé le document, par exemple, à Maurice Kamto, pour qu'il puisse le lire au moins? En 2017, j'ai été dans le bureau de Maurice Kamto pendant 2 heures. Il est là, il attend. Ici à Odia. Il m'a reçu. Je lui ai donné le livre que je venais de documents que je venais de produire, qui a fini de me convaincre. L'étude, j'ai fait cette étude de 2017 jusqu'à la veille des élections, de 2007, que j'ai collecté les données des élections. J'ai regardé. Les données m'ont montré des choses extraordinaires. Les données m'ont montré, par exemple, que dans une circonscription comme Douala-Singh, il y avait 380 bureaux de vote. Le RDPC, que tout le monde insulte. Et tout le monde a raison de l'insulter. Il gouverne mal, il y a la corruption, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Mais le RDPC était premier dans 328 bureaux de vote. C'est-à-dire dans plus de 80% des bureaux de vote. C'était le RDPC qui était premier. Mais en même temps, l'analyse nous montre que dans les bureaux de vote là où le RDPC est premier, le vote contestataire est plus de 50%. Donc le RDPC a sur 600 voix, 500 ou 450 voix qui s'expriment, le RDPC a 175. Les autres, 200 et poussières, c'est l'ensemble des partis de l'opposition. Effet de dispersion. Cabral Libi a eu 12, le SDF a eu 20, l'UPC a eu 4, le PCR tel et tel. On a dispersé un vote qui cherche à battre le RDPC. Tous ces gens qui votent, ceux-ci votent Cabral, ceux-ci votent Joshua, ceux-ci votent Elimbi, ceux-ci votent. Nous sommes tous des gens qui ne veulent pas de Paul Biya. Mais si nous ne voulons pas de Paul Biya, mettons nos voix dans le panier, un panier. Parce que les voix de Paul Biya sont dans un panier. Les nôtres sont, les voix qui sont contre Paul Biya sont dans 12 paniers. D'accord? Ce que Kautal cherche à faire, c'est qu'il n'y ait plus 12 paniers. Que tous ceux qui veulent voter contre Paul Biya viennent mettre leurs voix dans un même panier, le panier contre Paul Biya. C'est ce panier-là qui peut perdre. Même s'il n'est pas fondamental. Tu n'aimes pas Kamto, mais comme tu n'aimes pas Kamto, ce n'est pas le problème. Moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas Kamto. Ils le savent là-bas dans leur groupe de MS. Ils m'insultent tous les jours. Comme l'insulte est devenue leur façon de faire la politique. Insultez-moi. Mais, comme on va aux élections en 2025, si les leaders s'asseyent, je ne serai pas candidat. Ne vous en dérangez pas. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Si vous vous asseyez et que c'est Kamto qui est élu, comme je ne veux pas de Biya, ma voix entre dans le panier de Kamto. Voilà. Parce que c'est le panier contre Paul Biya. D'accord? La voix de ma femme qui aime beaucoup Cabral Libi vient aussi là. Cabral Libi n'est pas candidat, mais elle vient là. Parce que Cabral Libi, lui, il est derrière Kamto. Voilà la stratégie. On va prendre. Aux législatives et aux municipales, au lieu de venir à Vouri-Est, PCRN, SDF, PADEC, et patati, et patata, les chats, les chiens, les souris, les moustiques, contre le RDPC, faisons donc une liste. Panier contre Paul Biya et le RDPC. Et là-dedans,
mettons un peu de Cabral Libye, mettons un peu de Camto, mettons un peu de SDF, mettons un peu de PCRN. Donnons à chacun un peu. Au lieu qu'une personne cherche à tout prendre, pour ne prendre qu'Avouri et ne rien prendre ailleurs, parce que tu bats le RDPC à Avouri, ce n'est pas grave. Lui, il va gagner dans 90. Ailleurs. On va prendre une petite respiration avec Elimbi Lobet, très rapidement. Nous allons vous inviter à parcourir l'album photo sélectionné par l'équipe de réalisation de cette émission. Ensemble, on va découvrir ces photos et on commentera sur le plateau. La première, l'honorable Nouran, député de la nation, même si vous n'aimez pas cette expression-là. C'est ce qui est consacré par la Constitution. Voilà. Que pensez-vous d'elle, femme politique? Non, c'est une novice en politique. Elle aurait dû chercher à se faire élire dans son village, dans le Nou. Elle n'a pas sa place. Elle ne représente pas les peuples. Elle vous représente quand même. Non. Elle vous représente. Non, elle représente les gens que tu ne connais pas. C'est ce que la loi consacre aussi. Non, la loi est seulement mal organisée. Elle dit que on vote les gens se présentent dans les... Il appartient aux partis politiques de comprendre que si Avouri-Est, c'est le terroir des Bakoko et des Bassa. Un parti ne peut pas dire que son candidat qui doit représenter les Bakoko et les Bassa, ce n'est ni un Bassa ni un Bakoko, c'est un Bamou. Après, le même parti vient nous dire qu'il veut faire le communautarisme. Alors, comme les usages l'établissent souvent chez nous, est-ce que vous partirez de chez vous pour aller rencontrer l'honorable Nouran Foster? Parce qu'il y a quand même des problèmes que vous devez adresser aux députés. Non, je ne rencontre pas individuellement des candidats, je rencontre les organisations politiques. Mon discours, c'est pour les organisations. Si je n'ai pas de problème avec elle, je ne vois pas quel problème. Elle ne peut régler aucun problème du peuple Bakoko. La preuve, elle est à l'Assemblée nationale, elle a déjà tenu un discours. On arrache les terres des gens à Douala. Aucun de ces députés-là ne parle. Justement, il y a eu un mouvement d'humeur à Douala premier, à Bali. Oui. On amène le gouvernement par erreur à exproprier 4 hectares des enfants de Bonanjo pour donner ce terrain à un opérateur Bami qui dit qu'il veut construire un hôtel Marriott. Est-ce que le problème c'est qu'il soit bamilité? Est-ce que le problème c'est qu'il soit bamilité? Le problème c'est qu'il soit bami parce que quand vous connaissez le fond de ce problème-là, vous allez voir que le terrain qu'on dit être de 4 hectares qu'on a dessiné, les géomètres que ce monsieur lui-même a amené, il a écrit au domaine, au cadastre. Le délégué départemental lui a donné, c'était une lettre confidentielle que j'ai ici, d'aller délimiter le terrain. Il a délimité ce terrain de manière à éviter d'exproprier tous les Bamis qui ont des titres fonciers à cet endroit. Donc, mon ami Kounye, qui n'a pas de titre foncier, qui loue chez une femme Sawa. Comme on a vu que c'est un Bami, le tracé a coupé comme ça, on a laissé Kounye hors de la DP, de la déclaration d'utilité publique, et l'autre partie du titre foncier est restée. Alors, pour l'actualité, le terrain en question, le Premier ministre a signé le décret d'expropriation. Oui, le Premier ministre, on a même sorti 380 millions de francs des caisses de l'État pour indemniser des gens pour une situation où l'État n'a aucun projet à cet endroit. Vous estimez que c'est la filouterie, avec au nom de l'État, soi-disant de l'État, c'est des individus qui seraient derrière? Ça, non. La filouterie, c'est faible. C'est la mafia. C'est la mafia sur fond de tribalisme. C'est de ça qu'il est question. C'est la première fois au Cameroun que l'État du Cameroun exproprie son enfant pour donner le bien de son enfant à un autre de ses enfants. C'est ce qui est en train de se passer. On exproprie les Bonanjo pour donner leur terrain à un Bami Leke pour qu'ils construisent l'hôtel Marriott. Et on dit que l'hôtel Marriott est un intérêt public. C'est ce que je suis venu dire ici à Yaoundé aujourd'hui. Bon, vous l'avez dit. Dans tous les cas, j'espère que le Premier ministre a compris. L'affaire aujourd'hui... Monsieur le Premier ministre, on t'a fait signer un décret d'expropriation pour que Maître Chi, qui est le promoteur d'un hôtel Marriott qui est encore dans sa tête, il
Il dit qu'ils veulent mettre 60 milliards d'investissement. Mais monsieur Zé, quand vous avez 60 milliards, vous pouvez acheter votre terrain quand même. On ne sort pas l'argent dans les caisses de l'État pour indemniser les gens pour vous. Très bien. Je croyais que l'État sortait les 380 millions pour réparer le préjudice qu'il a fait subir aux enfants de Bonanjo parce qu'il veut leur construire une école. Très bien. Elimie Lobé, pour revenir aux faits, vous permettez de dire les faits. Disons les faits. Ça s'est passé en fait la semaine dernière où les populations ont marché. Et le sous-préfet est venu nuitamment les menacer. Il a fait déployer les Babi Wata pour faire peur à tout le monde. Ils sont venus me voir. Je leur ai dit marcher demain. Je vais voir ce que les gens... Dans tous les cas, l'affaire est pendante aujourd'hui. L'affaire est pendante. Et je demande pas simplement qu'ils aient marché. Je demande au gouvernement de retirer la mise en demeure que le sous-préfet leur a servi pour les déguerpir dans 30 jours. Dans 30 jours, nous n'allons pas accepter qu'on les déguerpisse. Comme je rentre à Douala, je suis venu d'abord dire ça. Comme je rentre à Douala, la colère. Non, comme je rentre à Douala, il faut que le Premier ministre comprenne de quoi il s'agit. Comme je rentre à Douala, là, je vais encore en parler lundi, mardi et mercredi. Et tous les jours. Le jour que le sous-préfet a dit qu'il va venir déguerpir les enfants de Bonanjo, je vous donne ma parole. Tous les Sawa vont empêcher cette opération. Parce que le gouvernement n'exproprie pas ses enfants au profit d'un autre enfant. Il exproprie un enfant au profit de la communauté. La communauté, très bien. Merci de l'avoir dit. Nous rappelons justement qu'il y a eu ce mouvement d'humeur en fin de semaine. Alors on était sur la question. Nous a dit quoi par rapport à ça? Nous voulons situer les autres sur les faits. Nietzsche a dit quoi par rapport à ça? Voilà donc les représentants de la nation. Ce problème ne les concerne pas pour deux raisons au moins. Première, ils vont vous dire que mais il y a des Bonadjo qui sont députés, non? Tout est. Pourquoi ils ne parlent pas? C'est ce que Nietzsche va dire. Très bien. On va vous dire que sur la question, pourtant ils sont des députés. On a compris également votre interpellation. Très bien, on a compris. Comme ça ne concerne pas les Bami et les Bamoun, ils ne parlent pas. Elimie Lobé, on va un peu limiter pour qu'on se comprenne bien. C'est une affaire qui est pendante aujourd'hui. Je pense que le processus est arrêté. Le Premier ministre doit voir clair sur cette affaire pour que les populations ne se retrouvent pas délaissées de leur terre injustement. Nous n'avons pas évoqué, nous comprenons la colère qui anime Elimie Lobé. Il faut que cette affaire soit tirée au clair et on suivra, nous également, en tant que chaîne de télévision, la suite de cette affaire du côté de Douala. On va continuer avec notre album. Après Noran, Fouster, on aura Cabral Libi. On a suffisamment élaboré sur Cabral Libi. Peut-être qu'on va tourner... Non, c'est important de laisser Cabral Libi là. Vous voulez dire quelque chose sur Cabral Libi? Deux choses. Deux choses. Premièrement, c'est un homme politique habile. C'est un jeune. Il est habile. Parce que c'est nécessaire en politique, l'habileté. Ça lui a permis, dès qu'il arrive, de commencer à gagner les élections. Il a gagné 5 sièges de son parti, un parti qui n'avait jamais rien gagné, n'est-ce pas? Le PCRN était dans un sac. Il a sorti le PCRN de ce sac. Le PCRN n'allait même jamais aux élections. Il a amené le PCRN pour la première fois aux élections et le PCRN a gagné 5 députés, 5 communes, 205 conseillers municipaux. Il est éligible au financement des partis politiques par l'État, ce qui est important. Donc, ce bilan-là montre que Cabral est un homme habile. Maintenant, c'est un mauvais homme politique. Habile, mais mauvais. Sa démarche, les contradictions qu'il aligne, où il se tire lui-même des balles au pied parce qu'il a fait de la communication l'axe central de sa vie politique. 11 millions d'électeurs, alors que 11 millions d'électeurs, c'est 24, c'est 25 000 bureaux de vote qu'il ne peut pas surveiller. Je suis sur le terrain, alors qu'en réalité, il n'est pas en train de préparer des cadres capables d'aller aux élections. Je vous laisse que lui-même dise combien de candidats il a présenté dans le territoire national à l'élection présidentielle, aux élections législatives. Parce que le RDPC a présenté 180. Lui qui dit qu'il veut battre le RDPC, il a présenté combien? Il faut que lui-même vous dise ça. Il y a 10 600
36 conseillers municipaux au Cameroun. Le RDPC a présenté 10 636 candidats. Toi qui veux battre le RDPC, tu dis que tu as les muscles. Tu as présenté combien? Parce que le RDPC, lui, il a présenté 10 636. Toi, tu as présenté combien? Tu as présenté 1000. Il viendra nous dire. Il a dit... Moralité, unis-toi. Laisse tes ambitions personnelles. Tu ne vas pas battre Paul Biya avec les ambitions personnelles. Très bien, la prochaine photo. Unis-toi avec les autres leaders. Les 4 ans qui nous séparent de l'élection, c'est 4 ans de réflexion intense sur la manière de nous unir. Il n'y a pas autre chose à faire. Tout ce qui s'arrête pour bavarder du code électoral, c'est des imposteurs. La prochaine photo s'est affichée. Maître Jean de Dieu. Non, c'est un homme politique opportuniste. Ils se sont servis de l'opposition pour ensuite, il veut être au pouvoir, il est opportuniste. Il veut être ministre, il n'est pas seul comme ça. Ils sont nombreux à être opportunistes. J'ai rien d'autre à dire. Il est sincère. Hein? Voilà. C'est quelqu'un qui a eu le courage de dire à ses frères Bamileke un certain nombre de vérités que personne n'ose leur dire. Et ça lui a valu d'être d'être un paria. C'est comme ça la vérité. Mais il a le mérite d'avoir dit à ses frères les vrais problèmes que tout le monde dit, évoque partout. Mais à quoi ça sert d'évoquer les problèmes sous la table si c'est pour que les gens ne puissent pas en tenir compte? Il a parlé de l'ethnofascisme qui règne dans les esprits de certains leaders bamileke, qui conçoivent le pays comme étant quelque chose que eux ils vont diriger, sous le prétexte qu'ils sont travailleurs, qu'ils sont débrouillards. Il a donc eu cette sincérité-là. Grâce à eux, ils ne sont rien. On tourne la page. Le Cameroun marche avec les pygmées de l'Est, ceux qui cultivent le manioc là-bas, qui est la base de l'alimentation. Le Cameroun marche avec les bergers peuls, qui élèvent les bœufs. Le Cameroun marche avec les planteurs de cacao du Sud. Cette histoire-là que certains veulent nous faire croire que leur ethnie travaille. Regardez la poubelle que Douala est devenue. Très bien. Nous avons le chairman, John Frondi. C'est un homme qui est entré dans l'histoire. Sa contribution au développement de la démocratie camerounaise est certaine. Mais il est temps qu'il quitte la scène politique. Il a donné ce qu'il pouvait. Il n'était pas candidat à la dernière élection présidentielle en 2018. Ce n'est pas suffisant. Il devait même avoir quitté déjà le SDF depuis pour permettre au SDF de se régénérer. Or, il n'a pas encore quitté le SDF. Moralité, on a fait une alchimie. Ce n'est pas quitter le SDF, mais peut-être quitter le fauteuil de président. Oui, c'est ça, quitter la présidence du parti pour qu'il y ait une nouvelle politique de ce parti. Le SDF est en train de mourir à cause de lui et des gens qui ont créé... Mais la nouvelle génération ne s'entend pas, hein? Joshua, Jean-Michel. Mais qui a dit que Joshua c'est la nouvelle génération? Il est nouvelle génération à quoi? Joshua était un compagnon du président Foudi depuis une bonne vingtaine d'années. En quoi est-ce qu'il est nouvelle génération? Il n'est pas nouvelle génération. C'est eux qui ont construit la politique intérieure du SDF. Et qui, cette politique-là, c'est elle qui mène... Il devrait aussi s'effacer, Joshua? Bien sûr qu'il fait partie des gens qui doivent quitter penser déjà à quitter la direction. Ce n'est pas parce qu'il est plus jeune en âge. Mais il est vieux, c'est un vieil acteur politique. Je vous rappelle qu'il est député, ça fait 10 ans, il sera député 10 ans déjà. Mais avant d'être député 10 ans, il a été déjà près de 10 ans conseiller municipal dans le Diane, chez lui. Donc, ce n'est pas un acteur d'aujourd'hui. Très bien. OK. Donc, c'est quelqu'un qui n'ont pas permis à leur parti. Un parti est fait pour grandir, pas pour devenir petit. Est-ce qu'on a une autre photo? Zonga. Albert Zonga. Ça fait partie des mauvais hommes politiques. Très mauvais. D'abord, c'est un produit du RDPC qui, pour régler ses comptes personnels, ses déboires dans le RDPC, est devenu un opposant. On ne devient pas opposant par vengeance. On devient opposant parce qu'on est convaincu que la gouvernance qui se fait là n'est pas la bonne. Conseiller fidèle de Maurice Kamto aujourd'hui. Après avoir été fidèle conseiller du RDPC.
On dit qu'il n'y a pas d'amitié permanente en politique, ni donc, d'amitié permanente. Il n'y a que la base permanente. On finit de conseiller Paul Biya. Le jour où Paul Biya ne vous donne pas à manger, vous devenez le conseiller spécial de Kamto. Pour quel résultat? Le résultat, la situation qu'il a obtenue, nous montre que les conseils étaient efficients. Ils ne l'ont pas été. Un parti politique n'engage pas une bataille pour que ses militants se retrouvent en prison, pour amener les gens à faire des combats perdus d'avance. Avant Maurice Kamto, il était déjà engagé personnellement. Oui. Il a été candidat à quelques élections présidentielles à la tête de la dynamique. Il n'aurait jamais dû être candidat. Parce qu'on ne devient pas candidat quand on sait qu'on ne peut pas gagner. Il faut qu'on cesse d'instrumentaliser les élections, et présidentielles en particulier. C'est une élection majeure. Quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas gagner ne doit pas être candidat. Et c'est ce qui fait de Cabral Libye aussi un mauvais homme. Quand il allait à l'élection présidentielle, il savait qu'il ne peut pas gagner. Mais on n'utilise pas l'élection présidentielle pour entrer dans la vie politique. L'élection présidentielle, c'est l'aboutissement de la vie politique. Cette inversion de paradigme fait de lui aussi un mauvais homme politique. Alors, est-ce qu'on a une autre photo dans votre album, le président Maurice Kamto? C'est l'un des plus mauvais. Tout le monde est mauvais. Non, ce que vous me montrez sont mauvais pour le moment. Vous ne m'avez pas encore montré un bon. Je vous ai dit que John Fundi est mieux que tous ces gens. Celui-ci est particulièrement mauvais. Voilà quelqu'un qui a fait toute sa carrière sous Paul Biya. Il est l'incarnation de la culture de la trahison. C'est pas fort ça? Ce n'est pas fort. On a le droit de changer la vie. Quand Paul Biya vous a fabriqué, si vous devenez convaincu à un moment donné qu'il ne fait pas bien, vous pouvez le quitter, mais vous vous taisez. Vous vous taisez. Parce que nous ne devons pas ériger l'ingratitude en mode de fonctionnement. C'est pour ça que Kamto a du mal à parler de Biya. Parce qu'il est le produit. C'est Biya qui a fait de lui un doyen de faculté. On dit qu'il a fait quelque chose de spécial avec Bakassi. Mais si Biya ne l'avait pas mis dans la commission, il aurait pu montrer un talent. Vous croyez que c'est tous les talentueux qui se sont retrouvés dans la commission? La commission pour s'occuper de Bakassi avait plus de 200 personnes. Quand on n'en était pas le président, il faut que tous les Bamlékés qui bavardent là, Kamto président, c'est lui qui a grâce à lui qu'on a eu Bakassi. La commission que Biya a mise sur pied pour s'occuper de la question de Bakassi et qui a gagné, c'est une commission où il y avait des hauts fonctionnaires, des vieux, de nombreux professeurs d'université, l'Intamak, les ci, les ça. Vous prenez toutes ces intelligences, vous les jetez à la poubelle parce que vous faites le culte de Kamto. Et lui-même ne dit rien. Mais il a eu une brillante participation. On ne va pas l'ignorer. Je ne vois pas laquelle. Et on ne va pas l'ignorer quand même. C'est lui qui avait porté la robe pour plaider. Mais il a joué un rôle fondamental. Tous ceux qui étaient là-bas ont joué quand même un rôle fondamental. Donc ils ont tous joué des rôles fondamentaux. Nous ne refusons pas ces droits. Donc ils ont tous joué des rôles fondamentaux. Et je fais donc le reproche à ceux qui viennent parler de lui dans cette affaire en jetant de l'ombre sur tous les autres. Qu'on cite les autres également. Si vous ne voulez citer personne, laissez le mérite à la commission. Mais n'allez pas sortir un individu qui n'a rien fait de spécial dans cette commission-là, où il y avait des professeurs étrangers, payés des cabinets d'avocats internationaux, etc., etc. Vous ne parlez pas de tous ces gens. Vous parlez d'un individu parce qu'il est de votre tribu. Vous ne parlez pas de Soloran qui était dans la commission, de Douala Mtome qui était le président de cette commission-là. Vous ne parlez pas de Owona Joseph, qui sont des sommités intellectuelles africaines reconnues, qui étaient dans cette commission. Et ils n'ont rien fait. C'est Kamto qui a fait. Merci, Libye. Donc ce genre de comportement qu'il cautionne concourt à dénaturer la vie politique et à faire de lui l'un des mauvais. Alors, vous avez fermé l'album? L'incarnation de l'ingratitude, on a fermé l'album. de la trahison. L'album est fermé. L'album est fermé. Donc, vous ne m'avez pas montré les gens qui sont bien. Ils sont où les gens qui sont bien? Vous ne me montrez pas ceux qui gagnent les élections. Vous ne me montrez pas ceux qui gagnent les élections proprement. Vous me montrez pas... Vous voulez qu'on montre, par exemple, Paul Biya? Vous ne me montrez pas ceux qui...
Vous voulez qu'on montre le président Paul Biya, vous direz qu'il est bon. Mais si vous me aviez montré Paul Biya, je vous aurais dit quelque chose le concernant. Dites-nous quelque chose sur le président Paul Biya. 39 ans. Paul Biya a montré qu'il était un homme politique habile. Habile. On ne peut pas diriger le Cameroun dans les différentes tourmentes qu'il a connues et auxquelles il a survécu si on n'était pas un homme politique habile. Paul Biya a aussi montré que il a maintenu l'État du Cameroun debout. C'est très important. Le Nigeria a failli se casser. Regardez ce qui se passe en Éthiopie. L'Éthiopie est au bord de l'éclatement. Paul Biya a hérité d'un Cameroun. Et il a maintenu presque 40 ans ce Cameroun. C'est déjà en soi un triomphe d'avoir maintenu le Cameroun dans des situations où il y a des choses qu'on peut critiquer, mais le Cameroun existe, il marche. C'est pour ça que quand j'écoutais souvent Dieudonné Isoba avec ses projections apocalyptiques, j'étais dans un plateau, sur un plateau où un jour j'ai vu Dieudonné Isoba dire que le Cameroun est en cessation de Pays-Bas. Le lendemain, les gens vont à la caisse, pour bien payer les salaires. Et tout le monde se tait. C'est pour dire que nous, de l'opposition, nous devons faire attention. Quand nous voyons que la critique véhémente, acerbe, est notre fonds de commerce, c'est elle qui nous tue. Parce qu'on ne fait que ça, on ne dit plus rien d'autre. Mais Paul Biya a déjà donné. Le fait qu'il reste à la tête de l'État est devenu un facteur d'inertie. Si nous voulons que le Cameroun reparte avec une nouvelle énergie, dans les situations actuelles où il est là, ayons le courage de faire en sorte que Paul Biya prenne sa retraite. Le Cameroun ne mourra pas si Paul Biya prenne sa retraite. Une retraite méritée. Elle est largement méritée. Après tout ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Je souhaite pour Paul Biya qu'il soit comme Sam Nujoma. Qu'il sorte, qu'il reste là, qu'il regarde comment la nation qu'il a contribué à bâtir continue à aller, à affronter des écueils. Qu'il soit comme Nyerere, le père de la nation, l'un des pères qui a quitté. Parce que les gens font que ce que les Yébé ici font là, l'appel de la Leke. Les gens faisaient ça en Tanzanie. On disait à Nyerere, tu ne peux, si tu pars, c'est fini. Il a écouté les gens comme ça 2 mandats. Après, il leur a dit, allez, vous allez vous débrouiller, je m'en vais. Très bien. Et la Zambie, la Tanzanie est toujours debout. Elle n'est pas tombée. On a retenu cela, Elimbi Lobé. On a pris. Je souhaite à Paul Biya qu'il n'ait pas peur. Mais ce que je lui demande, si j'avais quelque chose à lui demander, c'est de faire en sorte qu'un anglophone du RDPC, et Dieu seul sait que le RDPC a le meilleur cadre parmi les anglophones, qu'un anglophone aussi arrive au pouvoir, soit le candidat du RDPC. Nous, dans l'opposition, moi, je me battrais pour que l'opposition ait un candidat anglophone. Ce n'est pas les Maurice Kamto. Ils n'ont plus rien à faire. Ils ont Elimbi Lobé, on dit merci. Merci d'être venu. On a pris mettons un peu un plus de temps candidat de supplémentaire. l'opposition anglophone. Mettons un candidat de l'opposition dans le RDPC. Que l'élection démocratique se joue entre anglophones pour qu'un anglophone arrive au pouvoir. Très bien. C'est votre proposition. Si un anglophone n'arrive pas au pouvoir et qu'après Paul Biya, il y a encore un autre francophone qui continue à diriger le Cameroun, c'est que manifestement nous sommes organisés pour que les anglophones partent. Dans tous les cas, c'est le jeu des choix, la liberté du choix des Camerounais. Votre proposition a certainement été entendue. Merci Elimbi Lobé d'avoir fait le déplacement de Douala pour prendre part à ce programme. On est entré depuis quelques minutes déjà dans le temps additionnel. Le débat a été très intéressant. On espère vous retrouver très bientôt encore, Elimbi Lobé, sur nos plateaux. Vous connaissez déjà la destination et nos programmes qui s'ouvrent à toutes les tendances politiques. On a une télévision républicaine. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé. Très bonne soirée à tous.